Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire la partie 2 de notre initiation à Python. Alors, je vais me permettre de zoomer un petit peu pour bien que vous voyez. On va faire un bon petit zoom. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, elle sera mise en lien. Le lien sera mis dans les commentaires de la vidéo. Rappelez-vous, nous avions abordé les variables en Python. Euh, Nous avions vu des exemples de déclaration de variables en Python, par exemple a, euh, a égale, euh, a égale 10. Hop, c'était un exemple. Et nous avions vu qu'en fait, il n'était pas nécessaire de préciser, par exemple, si ça allait être un entier, un flottant, donc un integers, un float, des strings, donc chaîne de caractères, des booleans, donc des booléens, donc true ou false, et ainsi de suite. Nous avions vu les opérateurs, donc le plus. Nous avions vu la soustraction, le moins. Nous avions vu la multiplication, donc le fois, donc l'étoile. La division, donc le slash. Le modulo également pour le reste, pour obtenir le reste de la division euclidienne. Donc c'était le pourcentage. Euh, Nous avions vu des exemples qui renvoyaient des valeurs booléennes, donc le égal égal pour savoir si deux valeurs étaient égales, le supérieur ou égal, l'inférieur ou égal, et ainsi de suite, le and, le or, donc le and, le et, le or, le ou, le not, le non. Nous avions vu les listes, comment créer une liste, donc à l'aide des crochets. Donc nous avions vu comment créer une liste, comment l'afficher, comment ajouter un élément à une liste avec la méthode append. Nous avions vu comment supprimer un élément à l'aide de remove, comment insérer un élément à l'aide de insert. Nous avions également vu comment accéder aux éléments d'une séquence, n'est-ce pas, euh, en, en voyant donc le nombre d'éléments à l'aide de len, len, euh, et également le slice, donc la tranche, donc avec les deux points, si vous vous souvenez. Puis nous avions vu comment parcourir une séquence, puisque une liste ou un tuple euh, sont itérables, donc on peut les parcourir avec une boucle for. Enfin, tout ça, là, ce que je suis en train de vous dire, le remove, le pop, etc., les listes en compréhension, les tuples, X in S, X not in S, et ainsi de suite. C'est ce qu'on a vu. Nous avions également vu les dictionnaires, n'est-ce pas? Euh, les parcours, la modification et les parcours des dictionnaires. Eh bien, tout ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Ça n'a aucune utilité de refaire ce qu'on a fait, ce qu'on a eu fait dans la vidéo précédente. Ce serait un petit peu gâché de notre temps. Alors, excusez-moi, il fait chaud, donc il faut s'hydrater. Alors, eh bien maintenant, ce que nous allons voir, ce sont les structures imbriquées. Alors, en fait, on peut imbriquer des listes, des tuples et des dictionnaires. La seule règle est qu'une clé d'un dictionnaire doit être hachable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit hachable? Eh bien, c'est-à-dire qu'elle soit
récursivement non mutable. Donc, que sa clé ne soit pas elle-même une liste ou un dictionnaire. Donc, on va pouvoir construire des listes de listes, des listes de tuples, des listes de dictionnaires, des tuples de listes, des tuples de dictionnaires, des dictionnaires ayant des listes ou des tuples comme valeur. Par exemple, on peut créer une liste de 3 tuples. Alors là, on va faire un petit peu comme si on faisait des mathématiques, hein, puisque vous le verrez, ça va beaucoup nous servir, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on voit en initiation, ça va beaucoup nous servir, que ce soit pour la cryptographie, puisqu'il y a une formation qui s'annonce sur la cryptographie qui est très très longue, et également sur le machine learning et le deep learning. Donc on verra que ce sont notamment des équations différentielles. Hein, par exemple, créons une liste de 3 tuples qui représentent des points du plan donnés par leurs abscisses et leurs ordonnées. Alors, je vais l'appeler LST pour liste égale. Alors, souvenez-vous, j'ai ce petit problème de crochet. Hein. Donc, il faut que j'aille copier, coller les petits crochets. Hop, coller le presse-papier. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on va mettre, par exemple, un premier tuple qui sera 4, 5. Donc là, en fait, on fait une liste de 3 tuples. Donc les 3 tuples seront 4, 5. Par exemple, moins 1, 0. Et un petit peu de flottant, donc on va dire 2.5, 2.5, 1. Donc là, ici, j'ai créé une liste composée de 3 tuples. Les 3 tuples qui sont donc 4, 5, moins 1, 0 et 2, 2.5, 1. Alors, je peux vérifier la taille de ma liste en utilisant la fonction len qui va me renvoyer la taille de ma liste, len lst. Donc effectivement, il y a 3 éléments. Et par exemple, si je veux renvoyer le deuxième élément, donc la valeur du deuxième élément. Alors, souvenez-vous comment je vais faire. Je ne vais pas faire lst2, mais je vais faire lst1. Parce que, rappelez-vous, ici, c'est l'élément 0. On commence toujours par 0, puis l'élément 1, puis l'élément 2. On commence toujours par 0 en informatique. Ça, il faut vraiment s'y habituer, mais vous verrez que ça viendra avec le temps. LST de 1, donc de l'objet 1 qui est en fait le deuxième objet de la liste. Et on voit bien que ça retourne le deuxième objet de la liste, donc le deuxième tuple. Alors, chaque élément de la liste est un tuple. On peut le vérifier en utilisant la fonction type. Alors par exemple, je veux dire t égale lst de 1. Voici. Et je vais demander qu'on me retourne le type de t. Et normalement, il devrait me dire classe tuple. Voilà, alors classe tuple. Donc, il me confirme bien que c'est un tuple. Alors, on peut
ensuite, on peut accéder directement à l'abscisse ou l'ordonnée d'un point du plan. Par exemple, ici, donc, eh bien, je vais taper LST. Alors, LST de 2. Très bien, donc on va prendre donc cette valeur-là. On prend, là, on est sur ce tuple ici. Et dans ce tuple, je veux la valeur 1. Donc ça, c'est la valeur 0 du tuple. Et ça, c'est la valeur d'indice 1 du tuple. Donc, par exemple, si je fais hop, 1, normalement, ça devrait me retourner 1, si je ne me trompe pas. Et de la même manière, si je fais 0, ça va me retourner l'abscisse de ce point, donc 2.5. Donc voilà une technique hein, pour obtenir eh bien, l'abscisse ou l'ordonnée d'un point du plan qui est déclaré dans cette liste. Cette liste hein, qui, rappelons-le, est composée de 3 tuples qui représentent des points du plan donnés par leur abscisse et leur ordonnée. Alors maintenant, on va voir un petit peu le parcours d'une structure imbriquée. Alors, pour ce faire, eh bien, forcément, le parcours d'une structure imbriquée va nécessiter plusieurs boucles. Donc, tout d'abord, on va définir ici, par exemple, une liste de dictionnaires. Donc, une liste de dictionnaires. Donc, vous voyez là précédemment, on a fait une liste de tuples. Eh bien, cette fois-ci, on va faire une liste composée d'objets de type dictionnaire. Hop. Alors, du coup, tac. On va mettre en clé prénom, par exemple. Prénom. Alors, on peut rester sur le Seigneur des Anneaux, comme on avait commencé, hein, avec Bilbon, Frodon et Sam. Mais on pourrait écrire Jean-Jacques, Jean-Jacques ou Jean-François, Jean-Marie, tout ce que vous voulez. Mais on va rester sur quelque chose qu'on connaît. Bilbon. Alors, son nom, c'est Saké. Alors, Saké. Donc, la clé, nom. Et la valeur, Saké. Bon, alors, je sais jamais comment c'est écrit. Pourtant, j'ai lu les livres, mais c'était il y a tellement longtemps que je ne sais même plus comment on écrit Saké. Alors, je vais l'écrire comme celle-ci. Vous me direz hein, si j'ai tort pour les grands fans de J.R.R. Tolkien. Et je crois qu'au début du livre, hein, il a l'âge de 111 ans. Ça, c'est quelque chose dont je me souviens bien. Par contre, ouais, super. Hop, hop, la clé. Donc la clé, âge 111, donc c'est un integer. On va fermer. Hop, on ferme ici. Donc on a un premier dic, un premier dico. Deuxième dico, eh bien, de la même manière, on va y aller. Hein. On peut faire un copier-coller, ça ira plus vite. Ça ira beaucoup plus vite. Là, c'est juste question d'aller plus vite. Hein. Aucun souci sur ça. Hop. Coller. Et puis coller. Alors,
Bon, il y a Bilbon qu'on connaît. Dans les Hobbits, il y a Frodon. Il y a Frodon. On va mettre Frodon. Frodon est assez jeune. Si je me souviens bien, il a. Ah oui, c'est vrai que ça, il accepte pas. Il faut qu'on aille là-bas. Hop, 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 hop. Hop. Frodon. Alors désolé, on se consacre principalement au Hobbit. En même temps, c'est un petit peu eux les personnages principaux. Même si c'est effectivement étrange que Frodon ne fasse rien, mais après, avec la force de l'anneau, heureusement qu'il est aidé par Sam Gamgee. Donc Frodon s'est saqué. Alors encore une fois, peut-être que je fais une erreur. Son âge, je crois qu'il a une trentaine d'années, hein, si je me trompe pas, quand il se lance dans la quête de l'anneau. Il doit avoir 33 ans. Ensuite, donc, eh bien, on a Sam. Hein. On a Sam. Alors là, je vous fais des digressions un petit peu. Hein. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse hein, de savoir les personnages principaux. Mais c'est juste vous dire que, eh bien, on fait une liste de dictionnaires. Alors, Sam, c'est Gamgee. Alors, Gamgee, j'ai jamais su si c'était comme ceci. Et lui, Sam Gamgee est vraiment très jeune, hein, je crois. Il a à peine 19 ans. Euh, D'avoir une vingtaine d'années, on va dire 21. 21, donc là, parfait. On a fait notre liste de dictionnaires. Et maintenant, eh bien, on va faire un parcours de la liste. Donc, for. Donc, on fait une boucle. For P in perso. Donc, pour chaque variable dans la liste perso, eh bien, alors n'oublions pas les deux points surtout. On va faire un print pour que ce soit assez clair. On va mettre des petits tirets comme ceci. Ça se fait très souvent. Ça se fait très souvent de manière à ce que ce soit assez clair. Et on va parcourir. Hop, pardon. Tac. Tac. P. C'est ça qui est chiant avec le. Est-ce que j'utilise normalement très peu hein, le. Moi, je fais directement des, des, euh, des programmes. Alors, du coup, for P in perso. Hop. Ah, c'est l'indentation qui est mal prise, ok. Hop. Print et ensuite on va faire le parcours d'Indico. Donc le parcours d'Indico. Donc hop, on peut rester sur la même. For, eh bien KNV in. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, hein, la première vidéo. K et V in P items. Eh bien, on fait hop, un print
de K. Alors on peut mettre une flèche ou quelque chose comme ceci, hein, n'est-ce pas? On va mettre une flèche. Hop, V. Voilà qui est fait. On fait un entrée. Et donc, ça nous renvoie prénom, Bilbon, nom, Saké, âge, 111, blabla, etc. Donc là, on a fait le parcours d'une structure imbriquée. Donc, c'est-à-dire une structure imbriquée, eh bien, en fait, c'est des dictionnaires qui sont imbriqués dans une liste. Alors, on l'a vu dans la précédente vidéo, mais on va juste rappeler avec un seul exemple. Hein, on va pas tous les refaire, mais il ne faut pas oublier que la notation en compréhension, eh bien, va permettre de créer une liste ou un dictionnaire sans en énumérer explicitement les éléments. Par exemple, je peux créer une liste en compréhension. On va dire, allez, la liste des nombres entiers de 2 à 10 inclus. Bien, pour ce faire, du coup, j'ai besoin de mes crochets. Puisque, effectivement, il y a un problème. Hein, comme je vous dis, j'ai pas accès aux crochets. Pourtant, j'ai tout fait pour que le Mac soit reconnu. Hein. Mais il y a les crochets qui ne sont pas reconnus. C'est les seuls éléments qui ne sont pas reconnus. Donc, on va dire i. Donc, la variable i pour i dans, eh bien, la range. Donc, la range donc, qui va ici de 2 à 11, puisqu'il y a 10 inclus. Et rappelons que range, la dernière valeur n'est pas prise en compte. Donc, du coup, c'est 2 à 11. Et hop. Hop, voilà. Donc, on aura 2, 3, 4, 5. Ouais, voilà, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite. Et comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, on peut faire la liste des carrés des nombres entiers de 2 à 10 inclus. On peut faire la liste des carrés des nombres entiers de 2 à 50 inclus, qui par exemple vont se terminer par le chiffre 9, et ainsi de suite. Alors, pour ce qui est en tout cas concernant les dictionnaires en compréhension, eh bien, pour les dicos, la syntaxe va être équivalente. Donc, il faut juste préciser la clé et la valeur pour chaque élément. Alors, on va faire un exemple. Donc, un dictionnaire contenant pour les clés les nombres entiers de 2 à 10 inclus. Donc, pour les clés. Et pour les valeurs associées, le cube de la clé. Alors, on réfléchit quelques secondes. Donc, alors, un dictionnaire, déjà, comment ça se déclare? Ça va pas se déclarer avec des crochets. On se souvient qu'un dictionnaire se déclare avec des accolades. Hein, hop, et voilà. Hop, accolade. Alors, du coup, la clé. Alors, la clé, on va dire les nombres entiers de 2 à 10. Ok. Mais là, c'est les valeurs que l'on doit écrire. Donc, des valeurs associées qui seront le cube de la clé. Donc, K, 2 points, K, puissance 3. Pour, donc fort, K, qui parcourt la range de 2 à 10. Donc, comme
c'est dans range, la fonction range, c'est exclu. Donc de 2 à 11. For k in range 2 à 11. Tac, et puis on n'oublie pas notre dico. Tac. Et voilà, donc on voit qu'on a les clés. La clé 2 prend comme valeur 8, la clé 3 comme valeur 27, hein, effectivement. Alors 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ça fait bien 8. 3 fois 3 fois 3, ça fait bien 3 fois 9, ça fait bien 27. Et ainsi de suite. 4, blabla, tac, voilà. Donc ça, c'est OK. Alors, il y a plusieurs opérations sur le dictionnaire. Donc, par exemple, si, dans mon dico, ce dico ici, vous savez ce que je vais faire. Je vais lui donner un petit nom. Je vais l'appeler Jeannot. Jeannot. Non, c'est un peu long. Je vais l'appeler Jen. Jen égale. Ok. Donc c'est mon dico. Si je fais Jen avec entre crochets la valeur d'une clé, par exemple la clé 4, eh bien ça va me renvoyer la valeur associée à la clé 4. Donc effectivement ça renvoie bien 64, hop, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite je peux faire un x in s values, donc qui va renvoyer true si une valeur de s est égale à x. Par exemple, si je fais 64, si je fais 64 in gen, je l'ai appelé gen, hein, c'est ça, hein. Gen.values, hop, ça me renvoie un trou parce que effectivement la valeur 64 est bien présente. Après je peux faire un not in, donc forcément ça va renvoyer l'inverse. Donc par exemple si je fais 64 not in gen values, ça va m'envoyer false parce que elle n'est pas not in, donc elle n'est pas dedans, mais elle est bien dedans. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on peut faire un x in gen.keys pour voir si une clé de s est égale à x. On peut ensuite modifier une valeur en faisant gen de k égale à par exemple gen de 3 serait égal à 2. Bon, c'est un peu une infamie ce que je vais faire, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que ça transforme quelque chose de logique en quelque chose d'illogique. Et vous verrez qu'il y a une certaine logique, il y a une énorme logique à respecter dans les dictionnaires, dans les listes, dans les tuples. Par exemple, si je fais gen 3 est égal à 2, hop, et que je fais un print gen, hop, donc 2, 8, 3, 2, voilà. Donc, hop, au lieu de 3, 27, ça a été remplacé par 3,
2. Donc la valeur associée à la clé 3 vaut 2. Alors ensuite on a le get, hein, le get moustache, donc qui va renvoyer une valeur associée à la clé. Donc ça c'est plus ou moins utile, c'est rarement utilisé. Par contre le pop lui va être pas mal utilisé, hein. Il va enlever carrément du dictionnaire la clé K. Si je fais un gen.pop 6 par exemple, hop, il va me le dégager. Mais il va quand même me renvoyer la valeur qui dégage. Mais il va tout simplement l'enlever. Donc hop, il enlève 216 et hop, si je fais un print gen, hop, il n'y a plus le 6, hop, voilà, voilà notamment. Donc, ensuite, pour ce qui est des conversions de type, donc la conversion de type, c'est le processus de modification du type de données d'une variable en un autre type de données. Alors, il faut savoir qu'en Python, les types de données peuvent être convertis à l'aide de fonctions de conversion, telles que int, entre parenthèses, float, entre parenthèses, str, entre parenthèses, un str pour string, bool, entre parenthèses, et ainsi de suite. Alors, il est important de noter que toutes les conversions de type ne sont pas forcément possibles et qu'elles peuvent parfois entraîner des erreurs si elles sont tentées. De plus, la conversion peut modifier la précision ou bien même la valeur de la variable originale. Donc, il est important de comprendre les types de données et les règles de conversion afin d'éviter des erreurs dans le code que vous réaliserez. Alors, on peut réaliser ça par un exemple plus ou moins parlant. Par exemple, je vais vous dire V égale. Alors je mets des guillemets. Donc, si je mets des guillemets, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un integer ou est-ce que c'est une string? Eh bien, c'est une chaîne de caractères à partir du moment où je mets des guillemets. Et pour s'en convaincre, on va faire un print type. Print type de V. Et vous allez voir que c'est bien une string, une chaîne de caractères. Et non pas un integer. Voilà, donc classe str, donc string. Alors, maintenant, si je fais w est égal à... On va mettre des espaces, on va être un petit peu propre. Int v. Donc, je demande à ce que l'on convertisse v, la variable v, en integer. Alors déjà, on peut faire un print type w, donc ça va bien être un integer, hein, donc un entier, et on peut faire un print w et voir que cela a bien fonctionné et que ça nous renvoie bien du coup 105. Voilà. Donc on a créé une variable v en lui affectant, c'est pour résumer, hein, en lui affectant une valeur de type string. Et encore une fois, il faut noter que la fonction type permet de voir le type d'une variable. Alors on a ensuite converti la variable v en entier que l'on a affecté à notre nouvelle variable w et on voit bien que la variable w est elle de type entier mais qu'elle contient la même valeur que la variable v. Alors quand on dit la même valeur, c'est pas très précis parce que v contient une chaîne de caractères alors que w contient un entier, un integer.
Alors, maintenant, voyons un petit peu les répétitions et les branches. Alors, les répétitions et les branches sont en fait des structures de contrôle de flux qui vont permettre d'effectuer des actions conditionnelles ou répétitives. Alors, dans un premier temps, il est important, même si on en a déjà parlé, eh bien, d'évoquer la fonction range, donc R-A-N-G-E, qui s'avère être l'une des fonctions les plus utilisées dans les structures de répétition en Python. Alors, la fonction range de Python va permettre de générer une séquence de nombres. Elle est très utile dans les boucles afin d'exécuter une série d'instructions un certain nombre de fois. Alors, la syntaxe de base de la fonction range eh bien, est du type range start stop step. Donc, je vous l'écris ici. C'est range start, donc le début, la fin et l'échelle, enfin, c'est-à-dire de combien de marches on monte ou on descend. Donc start, c'est le nombre de départ de la séquence. Stop, le nombre d'arrêts qui est non inclus, souvenez-vous. Et step, c'est le pas de la séquence. Donc, comme je vous l'ai dit, un petit peu comme cette échelle que l'on gravite, le nombre de marches que l'on va gravir à chaque étape. Alors, par exemple, if else va permettre d'exécuter l'une ou l'autre action en fonction d'une condition. Par exemple, si je mets donc, allez, on va dire une variable x à 5. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ici? Hop. Alors, je vais dire si x est strictement supérieur à 0, 2 points, toujours, eh bien, faire un print, hop, il va me faire chier avec les tabulations, print x est positif. On considère que c'est au masculin, même si c'est une variable. C'est positif. Maintenant, else. Donc, sinon, eh bien, x est négatif ou nul. Parce qu'on a dit strictement supérieur à 0. Print x est négatif ou nul. Hop, voilà. Et donc x est positif, effectivement, x égale à 5. Hein. Je pense que là, c'est des mathématiques de base. Donc effectivement, x est positif. Donc en fait, dans notre exemple, nous avons une variable x et nous testons le signe de celle-ci. Donc si elle est positive, on affiche un message d'affirmation, sinon on affiche un autre message. Alors on va pouvoir faire également une boucle for qui va permettre de répéter une action pour chaque élément d'une séquence. Par exemple, si on veut afficher les nombres de 1 à 4, on va faire un for i in range. Alors là, c'est vraiment du simplifié par rapport à ce qu'on a fait, avant. Je veux dire, c'est le retour aux prémices.
Mais écoutez, le but c'est que vous maîtrisiez bien et que vous ayez bien compris. Voilà, donc il nous affiche tout ce qui est inférieur à 5 et qui est positif, bien sûr. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc, dans notre exemple, on a créé une boucle qui affiche la valeur de i à chaque tour comprise entre 0 et 5. Eh bien, la boucle while permet de répéter une action tant qu'une condition est vraie. Donc, en fait, on va pouvoir faire la même chose avec une boucle while. Alors, par exemple, commençons avec x égale 0, parce que n'oublions pas que x a pris une valeur ici. Non, c'était i, pardon, excusez-moi. Mais x avait quand même une valeur qui était égale à 5. Donc on la remet à 0, x égale 0, while, alors tant que x est strictement inférieur à 5, n'oublions pas les deux points, hop, eh bien on va afficher x et bien sûr il va falloir faire un petit travail, sinon on va rester en boucle sur x égale 0, x égale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. On va avoir des zéros à l'infini, donc une boucle infinie. On va tout simplement incrémenter x de 1. Donc on peut faire un x égale à x plus 1 ou x plus égale 1. Ça revient à la même chose, plus égale 1. Donc x plus égale 1, ça veut dire x est égal à x plus 1. Donc on va ajouter 1 à chaque tour de boucle à la variable x. Voilà, et donc effectivement, ça nous affiche 0, 1, 2, 3, 4. Rien de fou. Quelque chose d'important qu'il faudrait souligner, c'est les commentaires. Alors les commentaires vont être très importants. Alors effectivement, ici, on est dans Python, dans l'interpréteur Python. Alors ça va pas forcément être utile, mais lorsqu'on va commencer à faire des programmes en Python, donc des programmes assez longs, les commentaires vont être très importants. Alors les commentaires, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des annotations dans le code source qui ne seront pas exécutées par l'interpréteur Python, mais qui vont permettre aux programmeurs de documenter leur code. Et ce qui sera très utile, soit si vous transmettez votre code à un camarade qui doit également travailler dessus, imaginons sur GitHub, sur Git, ou par exemple si vous-même vous comptez revenir sur un code 6 mois plus tard afin de vous souvenir de ce que vous avez effectué. Donc très important de toujours documenter son code, et on le verra, eh bien nous le ferons à chaque fois, que ce soit en machine learning, en deep learning ou en cryptographie. Alors tout simplement les commentaires en Python ils peuvent se placer sur une ligne individuelle ou à la fin d'une instruction. Et pour les placer, eh bien, on va faire, par exemple, alors je sais pas, je vais écrire x égale 5, donc ça c'est une commande Python, et je vais faire un sharp, un dièse, c'est un commentaire. Donc ceci est un commentaire, c'est un commentaire, et donc ce ne sera pas pris en compte. Ce ne sera pas pris en compte, mais par contre vous pourrez le relire, et ça fait toujours plaisir de pouvoir le relire. Alors pour mettre plusieurs lignes en commentaire, eh bien on fait 3, 1, 2, 3, on en fait 3, et on écrit ce qu'on veut, blabla, blabla.
tac, blablabla, bla, bla, et 1, 2, 3, et hop. Bon, alors là, il me l'affiche, mais tout simplement en mettant une triple quote. Alors, donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo d'initiation, enfin cette seconde vidéo d'initiation. Et dans la prochaine, nous verrons les fonctions. Donc, nous verrons les fonctions, nous verrons que ce sont des blocs de code qui sont réutilisables et qui eh bien, d'encapsuler une logique de traitement spécifique. Nous verrons également comment travailler avec des fichiers. Donc écrire dans un fichier, lire un fichier, comment gérer les erreurs. Et puis enfin nous verrons les modules et les packages Python. Donc qu'est-ce qu'un module Python, que signifie un package en Python. Et voilà, ainsi de suite. De facto, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Et je vous dis bien soit tout de suite pour les plus entreprenants euh, de vous, ou eh bien, à bientôt pour les autres. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.